Bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Au lendemain de la mort de l'opposant tunisien Mohamed Brahmi, les autorités tunisiennes annoncent bien que c'est un salafiste radical qui est soupçonné de ce meurtre et celui de Chokri Belaïd 6 mois plus tôt. Alors ce nouvel assassinat politique va-t-il faire entrer la Tunisie dans la seconde phase de sa révolution comme c'est le cas aujourd'hui en Égypte? Eh bien nous poserons la question à nos invités. En Égypte justement, nouvelle manifestation ce vendredi, jour de prière. Vous voyez ces images ce soir en direct de la place Tahrir. Une véritable marée humaine. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se trouvent ce soir sur cette place à l'appel du général Al-Sisi qui avait donc demandé à ses soutiens de descendre dans la rue. Pendant ce temps, au Caire, mais également à Alexandrie, cette fois ce sont les pro-Morsi qui ont décidé également de descendre dans la rue. Il y a d'ailleurs eu des heurts avec des victimes. Nous parlerons de la situation en Égypte dans un instant. Nous évoquerons également dans cette émission le premier tour de la présidentielle au Mali. La France a mis la pression, vous le savez, pour que le scrutin ait lieu fin juillet. Les Maliens sont-ils prêts? Y a-t-il ingérence française? Et puis nous commenterons évidemment les deux images de la semaine. L'une tragique, vous la découvrez, ce train fou, ce déraillement de ce train à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et l'autre image plus heureuse, le Royal Baby, voilà, Kate et William. Et ce vendredi, nous sommes avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, et je montre la une de votre journal ce mois-ci, Mandela le combattant. Avec nous sur ce plateau, Mathieu Habin, bonsoir, grand reporter à France 24, double prix Bayeux pour vos reportages, notamment sur la Libye et la chute de Tripoli. Marc Semo, bonsoir, chef du service Monde au quotidien français Libération, et puis avec nous Frédéric Ponce, bonsoir, rédacteur en chef au service Monde de Valeurs Actuelles et puis auteur du livre L'Algérie, le vrai état des lieux, et c'est aux éditions Kalman Levy. Des milliers de personnes manifestent ce vendredi à Tunis pour soutenir le gouvernement dirigé par le parti islamiste Ennahda, tandis qu'un peu plus tôt, d'autres réclamaient au contraire la chute du gouvernement au lendemain de l'assassinat de l'opposant tunisien Mohamed Brahmi. Le ministre de l'Intérieur tunisien a lâché cet après-midi le nom d'un salafiste soupçonné d'avoir assassiné également Chokri Belaïd. On écoute le ministre de l'Intérieur. Boubacar Hakim a participé à l'assassinat de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi. Ils ont utilisé la même arme pour tuer ces deux martyrs. Dans cette affaire, on a réussi à découvrir les auteurs de ces meurtres avec des preuves concrètes, irréfutables. On a arrêté 4 personnes soupçonnées de complicité. Ziad Limam, on s'étonne tous aujourd'hui que durant 6 mois, on n'ait pas trouvé, les autorités tunisiennes n'aient pas trouvé les assassins de Chokri Belaïd. Et voilà qu'au lendemain de l'assassinat de Mohamed Brahmi, un nom est lâché. C'est une histoire qui, dans toute cette tragédie, c'est la partie la moins claire à comprendre de la part du gouvernement et de sa stratégie de communication vis-à-vis de l'opinion publique tunisienne et l'opinion extérieure. Clairement, il y avait des éléments sur Chokri Belaïd depuis longtemps. Clairement, ils ont des noms. Clairement, ils avaient quelque chose. Alors pourquoi, pendant des semaines, ils ont gardé ces noms au lieu de prendre l'initiative d'une inculpation, d'une mise en détention, etc. Ça reste totalement mystérieux. Est-ce que, par ailleurs, est-ce que ce que nous dit le ministre de l'Intérieur est totalement toute la vérité? Est-ce que c'est vraiment le même commando? Est-ce qu'il y aura d'autres informations après? Je pense que tout ça est un petit peu rapide. Je pense qu'il y a de la part du gouvernement une volonté très très claire de parler vite aujourd'hui, parce que le choc est immense, parce que quand même c'est traumatisant pour ce pays, parce que ça arrive aussi à des moments très précis, tout le monde en a déjà parlé, mais le jour de la fête de la République, au moment aussi où le processus politique constitutionnel, qui est si compliqué, commençait à aboutir. Il y avait eu des compromis sur un certain nombre d'articles, on devait passer à une étape supplémentaire, des dates pour les élections devaient être fixées. Enfin, on sentait quelque chose qui sortait de cette espèce de paralysie dans laquelle on vit, et au moment où on sort de cette paralysie, au moment où il y a une forme d'accord, il y a un assassinat politique qui vise une gauche militante.
Je vois beaucoup le mot laïque à propos de Simhan Brahmi, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, ça, c'est un mot qu'on invente en France, mais c'est un monsieur qui était religieux, qui avait fait le Hajj, qui est un homme de gauche, mais qui était musulman. Alors bon, ça devient compliqué à décrypter tout ça. Mais bon, donc tout ça vient bloquer net un processus. Les partis sont en train de se diviser autour de la question, des centaines de démissions, etc. Alors qu'au contraire, l'objectif aujourd'hui, et si la société tunisienne peut résister à ce genre de choc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à cette constitution, d'aller à ce vote, de maintenir l'unité, d'essayer de tenir. Après, on fera la part des... Parce qu'il y en a qui appellent aujourd'hui quand même à la dissolution de l'Assemblée nationale constituante. Oui, mais ça serait évidemment un retour à la case départ. Juste une dernière chose, et après je laisse parler mes amis, mais il y a aussi le problème des liens sulfureux de Nahda avec le djihadisme, et ces choses-là, c'est aussi la conséquence de ces liens sulfureux qui ont duré pendant un certain temps. Le fait que Nahda ne veut pas admettre qu'il faut combattre le djihadisme et le salafisme et qu'il faut faire la différence, alors il y en a maintenant qui l'admettent de plus en plus, mais on voit bien la ligne de fracture à l'intérieur du parti dominant, comme on voit bien la ligne de fracture dans la société tunisienne entre les pros et les antis, ce qu'on voit en Égypte aussi. Donc je pense que le moment est extrêmement délicat et qu'il faut au contraire pousser vers une sorte d'unité pour aller vers l'étape électorale et constitutionnelle. Frédéric Ponce, il y a une volonté aussi de parler vite, parce que Aziad ne l'a pas dit, parce que ce gouvernement est aujourd'hui pointé du doigt cette troïka. Et je crois que le mot mystérieux, il faut l'oublier. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, dans cette révélation soudaine un peu spectaculaire et théâtrale du nom de l'assassin présumé et de ses complices. C'est que le gouvernement, le régime est aux abois. Et le régime est en train d'observer ce qui se passe en Égypte. L'Égypte, avec les frères musulmans qui sont les cousins de ceux de Tunisie, n'a pas su gérer la situation. Et pour les Tunisiens, d'Ennahda, les frères musulmans de Tunis, ils savent bien qu'ils ne pouvaient plus attendre. Il ne fallait pas faire durer la situation. Il fallait provoquer une rupture. Cette rupture, c'est l'annonce de l'arrestation de ce gars-là. Ça n'est pas très crédible, à vrai dire. Parce que l'idée, très clairement pour le régime, c'est de couper court à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire à cette révélation publique progressive des liens extrêmement forts entre Ennahda, la vitrine des frères musulmans, vitrine politique, et toute la nébuleuse salafiste. On a dit dans un communiqué des salafistes radicaux ou extrémistes. C'est un non-sens. Quand on est salafiste, on est radical et extrémiste. En disant salafiste radical, je me suis dit... Et le problème, c'est que... le problème, c'est que Ennahda aussi, avec cette dérive-là à laquelle on assiste en Tunisie, comme en Égypte, comme en Turquie un peu avant, ça pose le problème de l'islam politique. Est-ce que l'islam politique a une vraie durée de vie dans ces pays où l'on veut pratiquer la démocratie? Ça n'est pas évident. On le voit en Égypte, où l'islam politique est rejeté. En Turquie, il y a eu de grandes manifestations. Et aujourd'hui, c'est en Tunisie. Alors justement, Marc, ces mots sur l'islam politique, il y a Libération a interrogé aujourd'hui le philosophe universitaire Hamadi Redissi qui dit « La Tunisie peut devenir justement le tombeau, alors le tombeau de l'islam radical parce qu'il y a une société civile, parce qu'il y a une presse qui est indépendante, parce qu'il y a un grand syndicat, l'UGTT, qui compte aujourd'hui des femmes militantes. » Voilà, c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec la grève générale, d'ailleurs la deuxième depuis la Révolution. Alors par ailleurs, une grève générale en période de Ramadan, c'est vrai que c'est moins visible que d'autres moments, mais effectivement, il y a cette mobilisation très forte de la société civile, des choses qui structurent la société civile. Il y a des partis comme Nida Tounes qui, actuellement, est en tête dans les sondages. Donc, il y a cette réalité d'une opposition. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Parce qu'un scénario à l'égyptienne, avec une intervention de l'armée, est impossible. Ou très peu probable. Je passe sous le contrôle de Ziad à la fois parce qu'elle ne le veut pas et parce qu'elle ne le peut pas. Et surtout parce qu'il y a d'autres forces dans la société civile. Mais pour en revenir justement à l'annonce précipitée de « on a trouvé les coupables », etc., c'est vrai que c'est cousu de fil blanc, mais je pense que les relations entre Ennahda et le salafisme sont effectivement très ambiguës. Mais il y a plusieurs types de salafistes. Il y a des salafistes quiétistes qui ne passent pas nécessairement la lutte armée au djihadisme. Le problème, c'est qu'effectivement, les liens sont forts. On se rappelle tous de la vidéo, on voyait Khaled Ranouchi, qui était le leader charismatique d'Ennahda, qui parlait à des salafistes en disant « les voix sont différentes, mais finalement, sur le long terme, nos buts en partie sont les mêmes, etc. » qui sont des choses qui ont fait choc. Et surtout, il y a le cas d'Abou Iyad, qui est le chef du groupe Ansar al-Sharia, donc qui était par ailleurs un des hommes qui a participé à l'organisation de l'attentat contre Massoud en Afghanistan.
qui, pendant des années, après la Révolution avait été remis en liberté, avait bénéficié de tolérance, de complicité, et pendant assez longtemps, manifestement, personne ne voulait l'arrêter. Mathieu Babin, est-ce qu'on entre dans une nouvelle phase aujourd'hui de la Révolution, même si les scénarios, en effet, sont très différents? On a dit notamment avec le rôle de l'armée, hein, l'armée tunisienne qui n'a rien à voir avec l'armée égyptienne, notamment, c'est partie de ces distinguos. Mais est-ce qu'on n'est pas finalement dans une seconde phase aujourd'hui de la Révolution, que ce soit en Égypte, on va en parler dans un instant, ou en Tunisie? On a, nous, journalistes, peut-être un défaut, celui de vouloir voir des phases là où finalement ce ne sont que des épisodes. On le voit beaucoup dans les révolutions arabes ces dernières années. On cherche des nouvelles phases en Syrie. Cette phase-là n'est probablement qu'un nouvel épisode qui conduit vers la fin du processus révolutionnaire tunisien, qui est en cours, tout simplement. Effectivement, on a dit vers une fin voilà, parce que à moyen terme ou à long terme, mais le processus est en cours. Je crois qu'il est intéressant de regarder notre propre histoire, si on veut essayer de comprendre les autres histoires. Le processus révolutionnaire français a été extrêmement long. Les historiens ne sont pas d'accord pour en déterminer la fin. Certains disent qu'il est encore en cours ou qu'il est à venir. Donc je crois qu'il faut être prudent avec ces histoires de phases. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement... le fait que le nom du présumé coupable ait été jeté en pâture à la population tunisienne vise à une seule chose, c'est que le rendez-vous de demain soit calme. Le rendez-vous de demain, c'est l'enterrement. Aujourd'hui, on s'est attendu à des débordements qui finalement n'ont pas eu lieu. Demain, c'est un rendez-vous. Effectivement, il faut regarder la Tunisie demain. Peut-être que l'action menée par le gouvernement visera à le sauver, puisqu'effectivement, il est extrêmement fragile en Tunisie et largement menacé par cet épisode. Ziad, il y a quand même un point commun entre l'Égypte et la Tunisie. On va parler dans un instant de l'Égypte. C'est quand même ce débat entre légalité finalement et légitimité. On a pu le voir d'ailleurs ici sur les plateaux, les invités qu'on a reçus. C'est-à-dire, il y a une légalité. Le Enarda est arrivé en tête lors des élections. Le président Morsi bénéficie aussi d'une légalité puisqu'il a été élu à l'issue d'un scrutin. Et il y a le problème de la légitimité, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, que ce soit le président égyptien ou que ce soit le parti islamiste, eh bien, ils ont échoué dans l'exercice du pouvoir. Moi, je pense que c'est un... Aurait échoué, en tout cas. C'est un débat... que je qualifierais purement d'école, et pour revenir à ce que vous disiez sur les... On n'est pas dans un processus raisonnable, cohérent, légalité, légitimité, etc. On est dans un processus révolutionnaire, que ce soit en Égypte ou en Tunisie ou en Libye, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une légalité, c'est vrai que cette légalité peut être contestée de 50 000 manières. Par exemple, en Tunisie, on peut parfaitement dire que le mandat de l'Assemblée a été dépassé depuis un an et que donc est-ce que c'est encore légal ou pas légal? Est-ce que les Égyptiens dont l'élection, est-ce qu'elle était vraiment légale ou pas légale? Moi je pense que ça n'est pas très important. Ce qui compte, enfin c'est pas très important, c'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est d'essayer de ramener ces sociétés qui sont en train de se fracturer au milieu. C'est-à-dire vraiment, on voit vraiment deux pays qui sont face à face. Il faut essayer de les ramener sur un chemin du minimum raisonnable pour sortir de la crise. Et la deuxième chose, c'est juste pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur l'islamisme radical ou l'islamisme politique. Le problème, c'est pas de savoir s'il est soluble ou pas dans la démocratie, il est là. Il pèse entre 30, 40, 50% des voix dans ces pays aujourd'hui. Donc le problème, c'est comment faire en sorte que cet islamisme politique rentre dans la démocratie. Comment faire en sorte qu'une partie des Nahda ou une partie des frères musulmans, et je pense que ça arrivera aussi en Égypte, on va en parler, ces gens, il y a une partie de ces gens qui vont venir vers ce qu'on appelle en anglais le mainstream, qui vont venir vers l'élection, qui vont venir vers une forme de démocratie représentative, et il y a une autre partie qui va s'accrocher à son extrême droite, au djihadisme, etc., aux alliances avec le salafisme, etc. Et puis, rapidement, parce qu'on ne peut pas parler de tout, il y a les acteurs internationaux, on n'en parle pas beaucoup, mais les Saoudiens ont un rôle en ce moment, les Qataris ont un rôle en ce moment, les deux écoles de l'islam ont un rôle en ce moment, donc est-ce que ces gens participent d'une manière ou d'une autre aux événements? Tout ça est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je pense que l'unité des sociétés politiques, après, je ne sais plus si dans le journalisme ou dans le nationalisme personnel, je pense que l'unité des sociétés, c'est très important en ce moment. Et le message, c'est de dire à ces classes politiques, rassemblez-vous pour l'essentiel. Oui, ça c'est le message, mais enfin bon, après il y a la réalité il y a les faits. Et justement, je voudrais qu'on voit ces images du Caire, parce que rassemblez-vous, au Caire aussi, la population est divisée. La population, on va en parler, la population aussi divisée. Ici, des images ce soir en direct de Tahrir. Vous voyez où des milliers donc, de personnes sont rassemblées. Voilà, donc ce sont des soutiens, si je ne me trompe pas, ici on peut m'indiquer, voilà, ce sont des soutiens donc au
voilà, ce sont donc des soutiens au général Al-Sisi. Voilà, on est bien place Tahrir et ce sont des soutiens donc au général Al-Sisi. Et pendant ce temps, eh bien, dans d'autres endroits du Caire et notamment à Nasser City, eh bien là, ce sont des soutiens au président déchu Mohamed Morsi qui manifeste dans les rues du Caire. Marc Semo, oui, rassembler, unifier, comme dit Ziad l'imam, c'est dans un monde magnifique et le monde de demain. C'est l'urgence. C'est l'urgence d'aujourd'hui. On voit bien en tout cas que ce n'est pas la réalité aujourd'hui dans la rue, ni en Tunisie, ni en Égypte, où il y a une vraie fracture quand même. Moi, ce qui me frappe en Égypte actuellement, c'est l'assourdissant silence des autorités civiles. Il y a un président par intérim, qui est le président de la Cour constitutionnelle, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Il y a le vice-président qu'on connaît tous, Mohamed El Baradei. Voilà, il y a un Premier ministre. Ils ne disent pas un mot. Le seul que l'on entend, c'est le ministre de la Défense, mais non pas en tant que ministre de la Défense, mais en tant que chef des armées, Al-Sisi, qui appelle à cette manifestation. Je pense que si on avait des doutes sur la réalité du fait que c'est un coup d'État militaire, on n'en a plus. C'est-à-dire, le seul pouvoir aujourd'hui en Égypte, c'est l'armée, c'est un coup d'État militaire. Donc, tout l'équilibre sémantique, mais non, c'est un soulèvement populaire qui... Alors, effectivement, mais c'est un coup d'État militaire qui est soutenu quand même par le peuple. Par une partie du peuple. Mais ce qui est extrêmement dangereux, et là-dessus je suis entièrement d'accord avec Ziad, c'est que, en appelant à cette manifestation, en polarisant au maximum la société égyptienne, disons, le pari était jouable à condition que les frères musulmans acceptent de reconnaître, eh bien, on nous a démissionné d'office, on reconnaît le nouveau pouvoir. Ils ne le font pas. Les salafistes qui, au début, ont soutenu ce coup d'État, maintenant sont totalement en porte-à-faux vis-à-vis de leur base et sont en train de rejoindre les frères musulmans dans la résistance, entre guillemets, contre le coup d'État. Donc on va vers une société toujours plus polarisée et c'est une situation extrêmement dangereuse. Et je reviens à cette célèbre phrase de Talleyrand, on peut se faire un trône avec des baïonnettes, mais c'est très difficile de s'asseoir dessus. D'un point de vue politique et historique, ce à quoi on assiste est très intéressant parce que pendant des années, pendant la période des dictatures, des régimes autoritaires de tous ces pays arabes, les frères musulmans, ou plutôt l'islam politique, représentaient une option, une voie de sortie, une possibilité de changer les choses. Or, en 3 ans, on voit bien que l'islam politique est en train d'échouer. Et l'islam politique est rejeté par des pans entiers des populations arabes, le pays réel face au pays légal en Égypte aujourd'hui. Et l'intéressant, c'est que, évidemment, tout le monde rêve d'unité, de paix, ça c'est la politique bisounours. Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui en Égypte... C'est pas bisounours pour les gens dans les pays. Hein. Non, mais justement, aujourd'hui en Égypte, comme en Tunisie, il y a un terrible rapport de force qui se joue dans le sang, dans les manifestations, dans la paralysie de l'économie. Et les prises de position du général Al-Sisi sont légitimes parce que lui a fait le choix de 50% de la population, des gens qui refusent l'islam politique. Mais si, combien de gens sont actuellement pour les islamistes ou contre? Globalement, on peut imaginer que c'est un pays divisé en deux. C'est ce que je dis, 50-50. On a le résultat des élections qui ont porté les frères musulmans au pouvoir. Eh bien, aujourd'hui, le rapport de force est d'autant plus dur et sera d'autant plus cruel et tragique parce que 2 Égyptes se font face. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'inclure les islamistes dans un processus politique. C'est pas sûr, parce que ça c'est une vision occidentale, c'est une vision européenne, je dirais judéo-chrétienne. En Égypte, ça marche pas comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les écrase? On fait une guerre civile à l'algérienne? Si le général Al-Sisi est entré dans la bataille avec toute sa force aux côtés de 50% de la population, c'est parce qu'il sait que les frères musulmans ne plieront pas, sauf devant la force. C'est ce qui s'est passé en Algérie. Mathieu Babien, un mot, les frères musulmans ne plieront pas, sauf devant la force. On est tout simplement en train de parler de la compatibilité entre l'islam et la démocratie. C'est de ça qu'on parle depuis quelques minutes déjà. C'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. Ah oui, bien sûr. On a quelques exemples. Moi, je pense au Pakistan, où j'ai habité longtemps, où on observe une apparente compatibilité entre l'islam et la démocratie, mais en réalité une juxtaposition de l'islam et de la démocratie, sans qu'elles ne se rencontrent jamais. Avec un appareil politique qui n'est pas responsable de l'ordre public, qui n'assure pas l'ordre public et qui prétend le faire. En réalité, ce qui assure l'ordre au Pakistan, c'est la religion musulmane. Le ciment de la nation, c'est ça. Et à un moment ou à un autre, dans les pays qu'on vient d'évoquer, s'il y a une bascule, une dominante religieuse, alors c'est ce à quoi on assistera, avec un appareil politique
qui est plus là, telle une reine d'Angleterre, pour reprendre vos expressions, que pour opérer en réalité. Là, c'est ce qu'on va voir les prochaines années. Pas les prochains mois, les prochaines années. On va faire une pause. Malheureusement, le temps du rappel des titres. Et nous parlerons du premier tour de la présidentielle au Mali. C'est ce dimanche. À tout de suite.